Merci à Madame Pobé pour son exposé. Je donne maintenant la parole à Monsieur Guangkong. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, merci de me donner la possibilité de m'exprimer devant le Conseil de sécurité pour évoquer la mise en œuvre de la résolution 2046 qui porte sur les questions bilatérales en souffrance entre le Soudan et le Soudan du Sud, ainsi que sur la situation dans les États du Kordofan du Sud et du Nil bleu. Les relations bilatérales entre le Soudan et le Soudan du Sud restent profondément affectées par la guerre qui a commencé en avril 2023 entre les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide. Le conflit qui fait rage au Soudan continue d'avoir des retombées sur la situation sécuritaire au Soudan du Sud, avec des déplacements transfrontières de groupes armés de part et d'autre. Le conflit au Soudan et la détérioration de la situation sécuritaire aggravent également la situation économique déjà très difficile au Soudan du Sud, car il touche les sources de recettes principales du Soudan du Sud. Les flux de produits pétroliers et les exportations via le Soudan ont été profondément perturbés, avec pour résultat une contraction de 24,5% de son économie. Après des contacts bilatéraux accrus et de nouvelles modalités mises en place pour améliorer la sécurité le long des oléoducs et autres installations, la production de pétrole et son transport a repris au début de cette année. Cela étant dit, cela a été suivi par différentes attaques répétées de la part des forces d'appui rapide visant les installations pétrolières, notamment des frappes de drones contre des dépôts de pétrole brut à Port-Soudan les 5 et 6 mai, suivi d'une autre attaque le 26 août visant des installations pétrolières à Eglig, près de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud. Ces événements ont entraîné un dommage à l'environnement et une fermeture d'urgence des opérations. Dans l'intervalle, le Soudan comme le Soudan du Sud ont continué leurs efforts pour sécuriser les infrastructures pétrolières et améliorer la situation économique bilatérale. Du 4 au 6 octobre, le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud s'est rendu à Port-Soudan. À cette occasion, il a rencontré le président du Conseil souverain de transition, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et d'autres hauts représentants soudanais. La visite a débouché sur une série d'accords bilatéraux visant à protéger les oléoducs et les installations pétrolières, sur la création d'un comité économique conjoint, la désignation d'une zone de libre-échange à Port-Soudan pour le Soudan du Sud et une coopération accrue en matière de commerce, d'investissement, infrastructure et sécurité. Les deux parties ont dit de nouveau leur détermination à participer à des consultations politiques à intervalles réguliers et à coordonner leurs actions à l'échelle régionale. De tels efforts signalent un engagement bilatéral renouvelé en faveur de la stabilisation et de la coopération. Monsieur le Président, les contacts bilatéraux entre le Soudan et le Soudan du Sud sur le statut final d'Abyei connaissent un nadir depuis le début de la guerre au Soudan. Les difficultés politiques internes au Soudan du Sud ont encore compliqué cette situation. Depuis 2017, le comité de contrôle conjoint sur Abyei ne s'est pas réuni et depuis janvier 2023,
les réunions du mécanisme conjoint politique et sécuritaire rassemblant les deux pays restent suspendues. Le conflit qui secoue le Soudan continue d'exacerber la situation humanitaire déjà très grave à Abyei. On recense environ 41 000 personnes déplacées depuis le Soudan qui sont entrées à Abyei depuis le début de la guerre au Soudan. C'est synonyme de pression terrible pour les ressources en eau, en denrées alimentaires, en abris, en matériel de santé et autres ressources humanitaires déjà très limitées. Les familles vivent dans des conditions de surpopulation. Certains foyers doivent héberger de très nombreuses familles déplacées. Les communautés ne peuvent se remettre à leurs tâches agricoles en raison des déplacements et de l'insécurité. La guerre au Soudan a également entraîné des pressions accrues sur le marché d'Amiet, avec l'afflux de nombreuses personnes déplacées internes et de personnes du Kordofan convergeant autour de la zone d'Abyei. À cela s'ajoute la relocalisation de populations rurales qui décident de s'installer dans les grandes villes en raison du conflit et des inondations. Dans la zone d'Abyei, on a donc enregistré un afflux très important de nouveaux arrivés. La guerre au Soudan continue aussi d'avoir des retombées sur la situation sécuritaire à Abyei. Je note avec préoccupation que la présence et les activités croissantes des forces d'appui rapide dans le nord d'Abyei violent l'accord de 2011 sur les modalités intérimaires, ainsi que toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité adoptées sur Abyei. Dans le même esprit, les forces de défense populaire sud-soudanaises ont renforcé leur présence dans le sud d'Abyei. Et c'est une nouvelle violation de l'accord et des résolutions. Ces activités militaires à Abyei et aux alentours ont entravé en grande mesure les activités de la FISNUA. À Abyei même, il y a eu une période de calme relatif au niveau des conflits intercommunautaires entre les Ngok et Twitch Dinka, ainsi qu'entre les Ngok Nika et les Miseria, pendant un certain temps. Cela étant dit, des affrontements récents entre les forces sud-soudanaises de défense du peuple et l'APLS dans l'opposition, et de nouvelles attaques par des éléments noirs armés sur des communautés locales, ont exacerbé l'insécurité dans la région. Les communautés Miseria comme Ngok Dinka partagent les mêmes frustrations qui vont croissant après des années d'incertitude politique vis-à-vis de l'inaction, à leurs yeux, des deux gouvernements concernant l'avenir d'Abyei. Dans de telles circonstances, et dans le cadre d'efforts bienvenus visant à faire de nouveau bouger le processus politique concernant Abyei, le président Salva Kiir a reconstitué le comité de haut niveau sur Abyei le mois dernier. Lorsque j'ai rencontré le comité le 27 octobre à Addis Abeba, j'ai dit mon plein appui à tous les efforts déployés pour améliorer la situation à Abyei et régler la question de son statut final. Le comité se félicite du rôle de stabilisation joué par la FISNUA. Cependant, il a appelé au plein déploiement de la force de police des Nations Unies et a dit espérer que les partenaires du pays sur la scène internationale renouvelleraient leurs efforts diplomatiques concernant le statut final d'Abyei. Dans le même esprit, le ministère des Affaires étrangères soudanais, lorsque nous nous sommes rencontrés le 20 octobre, s'est félicité de la reconstitution du comité sur Abyei et a affirmé que le gouvernement soudanais entendait reprendre les réunions conjointes bilatérales sur Abyei.
Il a souligné aussi la détermination du Soudan à améliorer la coopération bilatérale avec le Soudan du Sud afin de régler les défis communs en matière de sécurité. Le Soudan du Sud, comme le Soudan, manifestent donc leur volonté de donner un nouveau souffle au processus politique concernant l'avenir d'Abyei. Dans de telles circonstances, il me tarde d'appuyer le processus piloté par l'Union africaine conformément au communiqué adopté à l'occasion de la 1108e séance du Conseil de paix et de sécurité. Dans ce communiqué, il a été réitéré la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de 2011 sur les mesures temporaires de sécurité et les modalités administratives pour la zone d'Abyei et de reprendre le dialogue politique sur le plan bilatéral concernant le statut final d'Abyei. Monsieur le Président, les civils habitant dans les deux zones, notamment dans le Kordofan du Sud, restent touchés par la guerre au Soudan. Toute la région du Kordofan, tout comme le Darfour, sont devenus l'épicentre des combats entre les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide. La population locale se trouve dans une situation d'insécurité qui va croissant. Les combats redoublent d'intensité, avec notamment des frappes de drones dans plusieurs endroits. Dernier en date, dans la ville de Kadougli, ainsi qu'à Diling et dans la zone de Dalami. En février, la création d'une alliance entre le mouvement de libération du peuple soudanais Nord, avec à sa tête Abdelaziz Alilou, et les forces d'appui rapide, a été annoncée, à la suite de quoi des institutions parallèles conjointes ont été constituées. Tout cela a fragilisé encore davantage le Nil bleu et le Kordofan du Sud. Cette nouvelle dynamique dans le conflit met en exergue les clivages profonds entre le centre du Soudan et ses périphéries, pour ainsi dire. Ces évolutions importantes montrent clairement que l'on ne peut séparer le règlement de la situation dans l'état du Kordofan du Sud et celui du Nil bleu d'un dialogue politique national et de la mise sur place de nouvelles modalités institutionnelles pour redéfinir les relations entre les centres de pouvoir et les territoires et populations qui se considèrent exclus. Les efforts de médiation doivent permettre de prendre à bras le corps les questions de longue date relatives au statut du Nil bleu du Kordofan du Sud qui, dans un premier temps, faisait partie de l'accord de paix complet de 2005. En la matière, je continuerai d'apporter mon appui à l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Soudan et d'étayer les efforts de l'Union africaine et de l'IGAD, ainsi que d'autres partenaires, pour mettre fin à la guerre au Soudan et mettre en branle un processus politique qui devrait inclure pleinement les États du Kordofan du Sud et du Nil bleu. Je poursuivrai également mes contacts avec les gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud pour continuer d'améliorer leurs relations bilatérales, ainsi que la situation actuelle à Abyei. En outre, je continuerai d'apporter mon plein soutien à l'Union africaine et à l'IGAD dans leurs efforts pour régler la question du statut final d'Abyei. Merci de votre attention. Merci à M. Kong pour son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres